On accueille donc Bertrand Cassard, qui est docteur en droit. Vous me corrigez, hein, surtout si je dis des sottises. Et figurez-vous qu'il est co-directeur de diplômes universitaires, notamment transformation numérique du droit. Et oui. Et puis data, IA, droit du numérique à Panthéon-Sorbonne. Et avec nous aussi, Pascal Alix, vous êtes avocat. Pas que. Pas que, je sais, il y a une... Mais je commence par ça. Ça me résume. Oh, mais qu'est-ce que c'est chouette d'entendre un avocat dire ça. Pardon. Voilà. Donc, il est aussi enseignant au DU, responsable de l'éthique de l'IA. Et oui, tiens, c'est un mot qu'on n'a pas prononcé tellement depuis ce matin, c'est éthique. Mais enfin, derrière confiance, il y a toujours un peu d'éthique, ou fiabilité, il y a toujours un peu d'éthique. Donc, enfin, c'est mon avis. Hein. Vous êtes aussi doctorant en droit de l'IA. Et vous aussi à Panthéon-Sorbonne. À Panthéon-Sorbonne aussi. Voilà. Mais quelle université à la pointe, n'est-ce pas? Alors, messieurs, risque professionnel, enjeux juridiques. Qui commence? Pascal, peut-être ou... Tu... allez-y. Ok. Bon, moi, je vais réagir un peu à ce qui a été dit ce matin. Bon, donc vous voyez un petit peu d'où je viens, d'où je parle, etc. Donc je suis à la fois praticien, chercheur. Par ailleurs, il y a une des raisons pour laquelle je pense qu'on m'a invité, Jean m'a demandé de venir, c'est que j'utilise au quotidien à peu près 2 heures tout ce qui est accessible en version payante des applications qui sont basées sur les LLM, c'est-à-dire Bard, Perplexity. Alors Perplexity payant a pour avantage de permettre d'accéder à 5 LLM et d'autres, voilà, je passe. Donc je fais une étude empirique qui me sert dans ma thèse, qui me sert dans mon exercice professionnel. Je suis à la fois délégué à la protection des données depuis 15 ans. Voilà. Je sais qu'il y a des membres de la FCDP ici, notamment Laurent Caron, que je salue. Donc voilà, je suis presque plus délégué à la protection des données d'ailleurs qu'avocat. C'est pour ça que je faisais cette précision tout à l'heure. Donc voilà, je fais une étude empirique qui me sert à la fois dans le cadre de ma recherche et dans le cadre de l'exercice de ma profession de délégué à la protection des données. Et là, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure par Sumi. C'est vrai que l'un des cas d'usage qui est vraiment où il y a une certaine performance, c'est en matière de conformité, parmi les cas d'usage. Alors, évidemment, je vois des gens qui haussent les sourcils, donc je vais parler des risques, des hallucinations, des manières de les maîtriser ou pas, etc. Mais il est vrai que ce sont des applications, on parle d'applications, là, hein, on parle d'IA générative, donc on parle de ChatGPT, Perplexity, etc., de Bard. Ce sont des outils, alors, on peut discuter la notion d'outils, mais ce sont des applications qui font du traitement de langage naturel, de la NLP. Donc ça fonctionne très bien quand ça reconnaît des patterns pour les comparer à au prompt, donc à des suites de mots, des tokens, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne particulièrement bien, notamment quand on compare un texte donné par rapport à un référentiel. Et là, franchement, c'est l'un des domaines dans lequel j'observe une fiabilité raisonable. Raisonnable. Il s'agit pas, il n'y a pas on peut faire de l'hybridation, mais ce n'est pas de l'IA symbolique. Il y a des projets d'ontologie, il y a des projets de RAG, il y a des tas de projets, on n'entre pas dans le détail, mais évidemment, c'est de l'IA connexionniste, avec c'est pas du raisonnement, j'ai entendu parler de raisonnement, on pourra en discuter, pour moi, c'est pas du raisonnement, mais cette comparaison d'un référentiel et d'un texte fonctionne assez bien. Bon, maintenant j'en viens à ce pourquoi on m'a demandé de venir, c'est-à-dire quels sont les enjeux et les risques. Alors, moi je retiendrai deux adjectifs. C'est prometteur, c'est risqué, et c'est incertain. Enfin, trois, pardon. Voilà, pardonnez-moi. On est quand même dans un environnement où le terme que je cherchais, c'est expérimental, donc qui combine les deux derniers. L'aspect expérimental est rappelé de manière expresse par Google dans ses conditions générales qui évoquent au sujet
de Bard, et là je rejoins Emmanuel sur le fait que Bard est comme l'un des outils qui sont les moins performants actuellement, nous parle de quelque chose qui est destiné à avoir un usage ludique. Je cite les conditions générales. Donc, lorsque j'entends parler de construction d'un business model sur un jouet, je commence à me poser des questions. Et je crois que, tout simplement, la première chose à faire en matière de responsabilité, avant même de parler du régime de responsabilité, la première chose à faire, c'est de faire une évaluation. Une évaluation, d'abord, pour choisir, en fonction du cas d'usage, en fonction de l'usage qu'on va avoir en tant que juriste, le modèle, le moins mauvais modèle. Là, c'est la première approche. Il s'agit d'ailleurs de l'une des obligations, si l'on se réfère au RGPD, bon, je ne parle même pas de l'AIA Act, j'en parlerai de manière accessoire, mais qui n'est pas encore... il a été adopté, mais on n'a pas encore eu le temps de l'analyser, il n'y a pas encore d'interprétation. Bon. Si on se limite au RGPD, lorsque l'on regarde les lignes directrices du CEPD qui appliquent ce texte, lorsque il s'agit d'un traitement de données pour un usage innovant portant sur des données à grande échelle, on doit faire une analyse d'impact, un DPIA, relative à la protection des données. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un responsable de traitement met en œuvre ou a l'intention de mettre en œuvre un système d'intelligence artificielle, là je retiens la terminologie de l'AIA Act, il doit, première chose, faire une analyse d'impact, au sens de l'article 35 du RGPD. Et ce n'est pas la seule chose. Lorsqu'on regarde l'AIA Act, le RGIA, on va devoir faire, même en tant que déployeur, en tant qu'utilisateur professionnel, des analyses afin de informer suffisamment. Donc il y a une obligation de transparence qui n'existait pas au début, mais qui a été introduite au fil du temps quand on s'est aperçu de l'impact énorme des IA génératives. Donc ça, c'est le premier point. Alors maintenant, sur la question du système de responsabilité, mais je vais pas tellement développer parce qu'on est vraiment dans une incertitude juridique avec des propositions de directives, une proposition de directive sur l'adaptation des régimes de responsabilité par l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on envisage des présomptions de liens de causalité. Voilà. On ne peut pas en dire beaucoup plus parce que ce sont des projets. Ce qu'on peut retenir également, c'est qu'on assimile, à tort ou à raison, et c'est très critiqué, certains des systèmes d'intelligence artificielle à des produits qui peuvent être dangereux, ce qui veut dire que ça conduit à une proposition de révision de la directive sur la responsabilité des produits défectueux, dont tu parlais tout à l'heure, de 85, avec un élargissement de cette notion de produit. Alors, ce qui est très critiqué par les informaticiens, pour lesquels, on voit bien, par exemple, un modèle de fondation, un LLM, ce n'est pas un produit. Comment on va intégrer ça dans la notion de produit dangereux? Moi, je ne sais pas. Alors, peut-être que tu veux rebondir, Bertrand? De manière très succincte, ce que je trouve très intéressant avec donc bonjour à tous et enchanté de pouvoir être reçu avec vous aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant dans ce RIA, parce que Thomas, je t'adore, mais pour moi, le G est de trop. Donc le RIA, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il va créer une chaîne contractuelle. Il va vraiment vous expliquer l'ensemble des acteurs sur le parcours du cycle de vie de la donnée et du système d'IA. Alors que ces deux directives dont tu parles, l'une d'entre elles va vraiment remettre à jour cette question des produits défectueux, et l'autre va venir expliquer dans quelle manière on peut interagir tout au long de cette chaîne d'acteurs un peu contractuelle, comment on va venir interagir. Et ce que je trouve en l'état intéressant, au vu de ces textes qui sont encore des propositions, c'est de se rendre compte que certaines actions qu'on peut faire sur le produit défectueux vous permettent d'agir plus tranquillement sur l'autre. Donc en fait, on peut potentiellement faire les deux actions et obtenir les preuves qu'on n'aurait pas dans la première et qu'on peut avoir du coup dans la deuxième. Il y a des vrais enjeux, des vraies questions qui se posent justement sur ces textes. Merci. Alors maintenant, on se met à la place d'un professionnel du droit qui utilise ces outils. Alors, soyons concrets. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un peu réfléchi à cette question, mais dans ce cas-là, il ne s'agit que d'un outil d'assistance
à l'accomplissement de son métier. Alors, je me place dans la relation du professionnel par rapport à son client, d'accord, in fine, et non pas à l'utilisateur d'outils. Bah, écoutez, dans ce cas-là, bah, finalement, ça ne change pas grand-chose. La seule chose, c'est qu'il y a des obligations spécifiques, et notamment des obligations déontologiques, au regard de l'article notamment 1.3 du RIN, du Règlement intérieur national, c'est-à-dire des obligations de diligence, des obligations, enfin, une obligation de précaution, etc. Mais la responsabilité que, par exemple, l'avocat a par rapport à son client, qu'il soit professionnel ou non professionnel, bah, elle ne change pas. S'il y a une erreur qui est générée par l'application, par ChatGPT ou autre, ben c'est lui qui en porte la responsabilité. Et c'est la jurisprudence, je ne sais pas si on peut parler de jurisprudence, mais de l'affaire Schwartz, donc de l'année dernière, du printemps 2023, donc de cet avocat américain, qui a copié-collé des réponses de ChatGPT contenant 7 fausses citations, ce qui lui a valu donc une sanction disciplinaire. Ce qui veut dire qu'il y a une obligation déontologique de vérifier dans tous les cas, quelle que soit la performance des outils, quelle que soit... Alors, c'est là où il y a vraiment une difficulté. On parlait tout à l'heure, justement, je crois que c'est vous, Nathalie, qui parlait qui évoquait l'anthropomorphisme des notions. On parle d'apprentissage, tous les termes, on parle de réseau, de neurones, etc. Alors ça, c'est pas l'outil qui fait ça, c'est pas la technique, c'est l'homme qui choisit, à tort ou à raison, d'anthropomorphiser cet outil-là avec les inconvénients que ça comporte, avec des inconvénients importants qui sont analysés par les professeurs Ganassia, De Villers et autres, sur le risque que comporte l'usage d'un outil que l'on peut imaginer être un autre être humain. Avec le prisme, avec les précautions que je prends en tant que chercheur, etc., j'avoue honnêtement que je me laisse prendre au jeu parfois. C'est tellement convaincant, c'est tellement bien construit, c'est tellement bien écrit, que on a l'impression qu'il y a derrière un raisonnement logico-déductif, un être humain qui produit, qui raisonne, qui s'appuie sur la maîtrise d'outils conceptuels, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a de l'analyse sémantique, il y a de l'analyse syntaxique, mais ce n'est pas de la logique, ce n'est pas du raisonnement logico-déductif. Alors, moi, je veux bien qu'on en discute, hein, mais bon, il se trouve que j'ai partagé avec... je t'en prie. Je suis assez d'accord avec ça. En fait, ce que disait tout à l'heure très très bien Sumi, c'est qu'en fait derrière c'est des statistiques. Il va chercher le mot le plus probable derrière, et des fois il va se dire bon, cette fois-ci je prends le mot le, maintenant je vais prendre le mot là, et on va chercher. D'ailleurs, si vous le voyez sur ChatGPT, on voit des fois il écrit quelques mots et puis finalement il revient en arrière et il recommence parce qu'il s'est dit bon, là j'avais moins de probabilité d'avoir une bonne réponse, alors si je continue avec cette expression-là, je peux avancer. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que je suis assez d'accord, ce côté donner une sorte de corps à la machine, même le terme d'intelligence artificielle, il faut voir que c'est un anglicisme. En fait, c'est pas de l'intelligence au sens où nous on l'entend de capacité de raisonnement, même au sens latin du terme, c'est une notion anglaise au sens d'information. On parle d'intelligence économique, c'est l'information à des finalités économiques. Là, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la capacité de produire de l'information de manière artificielle et qui est capable de simuler le comportement humain. Mais c'est vraiment cette capacité de produire cette sorte d'information. Et donc oui, même jusqu'au terme d'intelligence artificielle, on est pris par un propre anglicisme. Absolument, merci beaucoup. Alors, autre question, autre risque, autre enjeu, on l'a tous en tête, on n'a pas encore vraiment beaucoup parlé aujourd'hui, c'est la question de la propriété intellectuelle. Alors, ça concerne peut-être plus les créateurs d'images que les créateurs de contenu de texte, mais ça pose quand même de gros problèmes, tant au niveau de à 2 niveaux, 3 niveaux, au niveau de l'entraînement d'abord, et puis après au niveau de la génération de contenu. Premièrement, l'IA, donc, ça repose sur la capacité des machines à apprendre, à digérer, hein, si on reprend les termes des rapports du CSPLA, à digérer un très très grand nombre d'informations, de données structurées, non structurées. Mais parmi ces informations, il y a des œuvres. Il y a des œuvres protégées. Et des œuvres protégées qui sont traitées, qui sont digérées, ingérées, restructurées, qui permettent de construire des schémas, des patterns, donc
de déceler des patterns. Et la question se pose de savoir si l'utilisation de ces œuvres protégées, on ne sait pas exactement, vous savez, par exemple, si on prend l'exemple de GPT, donc, qui est utilisé dans ChatGPT, le modèle s'est entraîné sur presque l'intégralité du web accessible. Et sur le web accessible, on sait tous qu'il y a énormément d'œuvres protégées. Évidemment, OpenAI n'a pas demandé à chacun des auteurs l'autorisation de digérer ces œuvres. Alors, pour permettre malgré tout ce fonctionnement, en Union européenne, dans l'Union européenne, donc, il y a une exception au système de droit d'auteur qui a été introduite donc, dans la directive du 17 avril 2019 et qui a été transposée donc, en droit français le 12 mai 2021, enfin par l'ordonnance du 12 mai 2021 dans le Code de la propriété intellectuelle. Donc c'est l'exception de fouille des données ou text and data mining. Alors, initialement, il s'agissait simplement de permettre à la recherche d'accéder à des données pour pouvoir faire tourner ces modèles. Et peut-être avec le lobbying, enfin je ne sais pas, mais il y a un deuxième cas qui a été envisagé, c'est celui de pouvoir s'entraîner sur des corpus comprenant des œuvres protégées dans un but autre. Alors on ne précise pas à titre commercial, mais c'est le cas. Et dans ce cas-là, il y a une possibilité, donc dans l'article L122.5.3 du Code de la propriété intellectuelle, il y a la possibilité donc pour les éditeurs ou pour les fournisseurs de ces modèles d'entraîner sur des corpus comprenant des œuvres protégées dans la mesure, c'est un système d'opt-out, où les titulaires de droit ne sont pas opposés à cet entraînement. Alors le syndicat national de l'édition s'est emparé de cette question et a proposé des modèles à la fois de clauses, de mentions et d'outils pour limiter la possibilité de faire du web scrapping et donc ces discussions. Donc on est dans un système qui est favorable sur le plan, avec une exception, qui est favorable à l'entraînement par ces... voilà, je vous fais un panorama un petit peu du contexte. Alors maintenant, reste la question, admettons que... Alors, faut-il encore que tous les titulaires de droit aient utilisé, aient exercé leur droit d'opposition? Alors, est-ce que ça sera le cas? J'imagine que non. Ce n'est pas le cas, en tout cas, forcément, en matière de protection des données, tout le monde n'exerce pas son droit d'opposition. Bon, c'est normal. Alors, donc, il y a un droit à s'entraîner sur des données protégées tant qu'il n'y a pas de droit d'opposition, donc il y a un droit par défaut. Donc, c'est extrêmement favorable à tous les industriels qui s'entraînent sur ces corpus comprenant des œuvres protégées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est beaucoup plus délicat, c'est le statut juridique de ces contenus. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont plutôt les textes, des contenus qui sont générés par ces applications donc, qui s'appuient sur les LLM. Qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il n'y a absolument pas de réponse définitive. Il y a des réflexions, donc au Conseil supérieur de la propriété artistique, il y a un rapport qui a été fait en 2020 sur le sujet et qui explore donc les possibles statuts de ces œuvres. Est-ce que de ces œuvres, pardonnez-moi, de ces textes, elle évoque quand même dans le rapport, on parle d'œuvres de résultats, mais d'œuvres de résultats sans dire réellement que c'est nécessairement une œuvre de l'esprit au sens du code de la propriété intellectuelle. Est-ce que c'est une œuvre de l'esprit? C'est pas une certitude. Donc le rapport du CSPLA propose une grille d'analyse qui s'appuie sur 3 critères. Le degré d'autonomie de l'IA, et ça c'est parfaitement logique, souvenez-vous de la définition d'une œuvre de l'esprit. Il y a une notion d'intention de l'auteur, il y a une notion d'empreinte de la personnalité de l'auteur. Donc si c'est une œuvre purement aléatoire, voilà, il n'y a plus d'intention de l'auteur. Ensuite, le degré, c'est toujours dans le même sens, le degré d'intervention humaine, et le degré d'originalité du contenu. Donc là, on regarde le résultat, et non pas le processus. Il y a déjà des décisions
qui vont dans le sens de l'exclusion du statut d'œuvre de l'esprit, mais sous le régime du copyright aux États-Unis, et on a refusé qu'une œuvre, une image générée malgré un prompt très détaillé, on a refusé qu'il soit protégé par le copyright. Alors, la décision, enfin, le statut n'est pas définitif. J'ai une intuition, je me trompe peut-être, mais j'imagine que ça va dépendre de la complexité du prompt. Si on a ces 3 critères à l'esprit, plus le prompt est détaillé, peut-être qu'on va considérer que le prompt est original, donc il participe de manière déterminante à la génération du texte ou de l'image. Mais c'est une intuition. Pour l'instant, on n'en sait strictement rien. Donc, incertitude. On est vraiment dans un monde incertain quant au régime juridique de ces contenus qui sont générés, alors, moins au niveau de l'entraînement, mais au niveau du résultat. Alors, autre problématique, il y a, par ailleurs, le problématique de la cybersécurité et de tous les impacts que peuvent avoir, bons et mauvais, ces systèmes d'intelligence générative sur les enjeux de cybersécurité. Je vous rappelle à cette occasion que les exigences légales en matière de cybersécurité augmentent d'année en année, vont s'appliquer dans les années qui viennent, et dès cette année, la directive NIS 2, le règlement DORA, et qui, pour les entités financières et tous les prestataires des technologies de l'information et de la communication qui sont sous-traitants, qui leur donnent des prestations, ça va augmenter notablement leurs obligations de sécurité, qui est déjà une obligation de l'article 32 du RGPD d'ailleurs. Donc il y a un impact qui est positif en ce sens que ça va permettre d'améliorer la détection automatique d'intrusion dans les systèmes, mais par ailleurs, ça va augmenter le nombre de vulnérabilités, ça va augmenter la possibilité de faire des attaques complexes, difficiles à détecter. Donc on va se retrouver avec des IA qui attaquent et des IA qui défendent. C'est une problématique qu'on va retrouver dans des tas d'environnements, c'est-à-dire l'IA qui pose des problèmes et l'IA qui va réguler en matière dans les réseaux sociaux, notamment la modération des contenus haineux, donc qui vont être générés automatiquement de manière massive, et il va y avoir une régulation algorithmique qui existe déjà d'ailleurs. Donc, problème d'empoisonnement des données, dont on a parlé, je crois, il me semble, des données malveillantes qui sont introduites pour corrompre les résultats, un problème de confiance excessive dans l'IA qui va permettre, par exemple, de divulguer des informations sensibles, raison pour laquelle certains groupes, comme Samsung ou autres, ou même Microsoft pendant un moment, paradoxalement, ont été amenés à interdire l'usage de ces systèmes d'intelligence générative. Pourquoi ? Parce que, par hasard, ils ont retrouvé, en faisant une requête, des éléments d'un plan de l'entreprise qui étaient confidentiels. Parce que Alors, je ne parle que des outils publics, payants ou non payants. Je ne parle pas des systèmes qui sont réentraînés, qui sont sécurisés. Je ne parle pas d'Ordali, par exemple, qui est probablement, comme vous l'avez dit... Alors, je voudrais bien l'essayer, d'ailleurs, au passage. Il y a la question, donc je parle de l'utilisation malveillante, il y a un problème d'extrême complexité pour lutter contre les nouvelles attaques, donc un problème de manque de personnel qualifié pour gérer les nouveaux risques de sécurité. Et donc ce qu'il faut garder à l'esprit, en termes de sécurité, c'est que, compte tenu de tout ça, alors j'ai pas mal échangé avec des personnes qui sont dans les secteurs critiques, dans l'armée, les transports, le secteur de l'énergie, etc., m'ont tous dit, nous pour l'instant, on travaille sur l'hybridation entre l'IA symbolique qu'on a vu avec Sumi et l'IA connexionniste, donc, dont fait partie l'IA générative. On travaille sur l'hybridation de ces deux systèmes d'intelligence artificielle pour avoir l'avantage des deux, sans avoir trop les inconvénients des deux. C'est-à-dire que ça fonctionne plus vite, mieux, de manière plus efficace, plus performante, mais sans avoir les risques de l'IA générative. Mais pour l'instant,
dans les secteurs critiques, et on peut considérer que la justice est un secteur critique, il faut y aller avec précaution. Je ne sais pas ce que pense la DILA, mais il me semble que la DILA nous a livré un discours qui va un peu dans ce sens-là. On fait des tests, mais on ne va peut-être pas livrer au public tout de suite des outils qui ne sont pas encore avec des scores de pertinence et de fiabilité totaux. Alors, la dernière question, c'est évidemment la question, alors j'en ai un peu parlé sur la confidentialité des données d'entreprise, mais c'est celle de la protection des données. Alors, souvenez-vous, pour tous ceux qui ont utilisé ChatGPT, par exemple, il y a une petite mention qui est en bas et qui nous dit que cet outil ne garantit pas la confidentialité. Et d'ailleurs, dans les conditions générales, ça nous rappelle que ça ne garantit pas la confidentialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça s'entraîne sur des données qui peuvent comporter des données à caractère personnel. Donc, la solution, elle est toute simple. Moi, c'est ce que je fais quand je m'entraîne, quand je compare des documents, etc. C'est d'anonymiser. Alors, c'est sûr qu'on peut réidentifier, mais au moins, la première des précautions à faire si vous utilisez, dans le cadre de vos cabinets, dans le cadre de vos professions, ces outils-là, c'est de ne jamais soumettre à ChatGPT, à Perplexity, à Bard et autres, des textes comportant des données à caractère personnel, parce qu'on ne sait pas du tout comment ça va être traité. Et c'est même... Je suis désolé, mais c'est même un délit pénal. Les traitements qui ne mettent pas en œuvre des mesures qui n'appliquent pas l'article 32, c'est pénalement répréhensible. Alors, il n'y a même pas besoin d'intention. Alors ça, c'est donc la première chose. Alors, juste à titre d'illustration, je ne sais pas si je suis dans les temps. Je continue, moi, je finis. Oui, je peux être très très long, je suis désolé sur ce sujet-là. Là, ce qu'on peut avoir en tête, c'est comme concrétisation de ce risque en matière de protection des données, c'est ce que nous a dit la Garante, c'est-à-dire la CNIL italienne, qui avait en mars 2023 suspendu les services suspendus. Là, on ne parle pas d'amende, parce que je sais que quand on discute de protection des données, on dit oui, mais la CNIL, elle ne prononce que X amendes par an, il n'y a pas un grand risque, etc. Si, il y a un risque. Il y a un risque, c'est d'arrêter le traitement. C'est dans le RGPD, ça, on l'oublie un peu. C'est pas simplement de prononcer des amendes, c'est de suspendre le traitement. Donc la Garante, donc l'autorité italienne, avait suspendu les traitements pendant un mois jusqu'à ce qu'elle considère qu'il y avait des efforts à faire, mais que c'était acceptable, etc. Mais maintenant, elle revient. Et elle repose la question à OpenAI en disant, écoutez, vous aviez fait des efforts, vous êtes engagé à le faire. Maintenant, je constate que, écoutez, sur tel et tel et tel point, le RGPD n'est pas respecté. Donc elle lui donne un délai, je ne sais plus si c'est 1 mois ou 3 mois, pour se mettre à nouveau en conformité, faute de quoi elle risque de prononcer une interruption, une cessation des traitements, enfin une injonction de cesser les traitements à OpenAI, mais définitive. Vous imaginez sur le plan business. Voilà ce que j'avais à dire essentiellement, et puis je suis disposé à répondre à vos questions si vous voulez. Écoute, merci beaucoup, parce que c'est bien, je pense qu'on va être très complémentaires. Une question, on traite les questions après, à la fin, après, oui, quand tout le monde aura... Comme tu veux. Moi, je m'en fous. Ouais, les deux, parce que je pense qu'on ne sait jamais si... Voilà, il va peut-être répondre à l'avance. Donc, ça va soit répondre à votre question, soit au contraire l'orienter, la modifier. D'accord. Comme vous voulez, moi je... Ok. Bon alors déjà, je pense qu'on était plus que complémentaires et c'est tant mieux parce que tu as abordé tout ce que je n'avais pas envie d'aborder, donc c'est parfait. Voilà. Je voudrais voir parmi nous, il manque quelqu'un, un grand absent qui pourtant était si présent en 2018. Les legal bots, vous vous en souvenez de ça ? Qu'est-ce qu'on en a parlé ? C'était le thème de l'année, tout le monde a voulu se mettre sur les legal bots et tout le monde s'est mis sur cette question de faire un legal bot. Et on allait au rendez-vous des transformations du droit et c'était le thème sur tous les stands, les legal bots. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que déjà on l'a vu avec Ordali, merci beaucoup Léa pour la présentation, et ce que tu disais aussi Emmanuel tout à l'heure, c'est qu'en fait finalement on a ces fameux GPTs, vous savez, on va sur GPT et ChatGPT, puis on va prendre
en mettant un pré-prompt et en lui donnant un document type, en disant à partir de cette base de connaissances, tu ne feras que répondre à mes éléments. Déjà, c'est assez effrayant de voir qu'on peut faire ça parce que finalement, on obtient une espèce de bot dédié à notre cas d'usage. Alors, c'est pas tout à fait vrai, je vais venir sur cette question, mais il arrive en fait un vrai changement où on part sur quelque chose de finalement très simple, qui est capable de reproduire des fois même mieux le legal bot. Et je pense qu'on parlait tout à l'heure du RIA, et c'est un des points essentiels, c'est cette question de transparence. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fameuse pyramide des risques avec le système d'IA au risque, on passait interdit, c'est dans le titre, système d'IA à risque limité, à risque minime. Mais en fait, la condition qu'on trouve dans les trois en métaphore filée, c'est une question de transparence. Et je pense que la différence subtile dans nos métiers à venir, c'est cette mention. On l'a vu sur ChatGPT, on en a eu encore des mentions tout à l'heure, avec Bard et le jouet dont tu parlais. J'ai adoré l'image. C'est ce côté en fait qu'il est nécessaire de prévenir l'utilisateur. Je vais commencer par là parce que je pense que ça fera partie de ma conclusion. Et je reviens sur ce que tu abordais, cette question finalement de gouvernance des données. Thomas nous a mis une slide tout à l'heure qui m'a fait énormément plaisir. Il a écrit les gouvernances juridiques des données. Et je le remercie parce que ça fait partie de mes combats au quotidien. C'est quand je ne suis pas docteur en droit et co-directeur de diplôme, je travaille au groupe La Poste sur des questions de responsabilité, notamment de la gouvernance des données. Et c'est la manière dont le cycle de vie de l'information tout au long de son traitement va évoluer et va être juridiquement protégé. Et ce que je trouve particulièrement intéressant avec les outils d'IA générative, c'est qu'en fait, il n'y a pas une étape, il n'y en a pas deux, mais il y en a bien trois. Vous avez déjà le fameux côté pré-entraîné. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ce pré-entraînement. On en parle avec ce fameux scrapping, ou toutes ces bases de données qui ont été faites, mais qu'est-ce qu'ils ont mis ? S'ils ont scrappé déjà tout Internet, je suis quasiment persuadé que, sans se mentir, il doit y avoir à doigt mouiller quelques milliers de données à caractère personnel. Plus les questions de pays, tutti quanti. Au-delà de ça, après, quand vous l'intégrez chez vous, vous allez faire un fine-tuning. Donc là, la gouvernance de données, elle est assez simple. On prend des données qui nous sont propres, on s'assure généralement que le cas d'usage est faisable en interne, que la donnée peut bien être posée dans ce système-là. Généralement, il y a une question de est-ce qu'il n'y a pas à avoir une fuite avec les confidentialités dont tu parlais. Et enfin, le petit dernier de la liste, qu'on a beaucoup parlé, mais qui est notre plus traître parmi nous, on dit souvent que l'erreur est humaine. D'ailleurs, Einstein disait il y a 3 choses infinies dans la vie. C'est une blague, mais l'erreur humaine, l'espace, et la version d'essai de WinRAR pour ceux qui sont présents dans la salle et qui se souviennent de cette application. Je reviens sur ce point-là, le pire ennemi, c'est le prompt. Et le prompt, pour moi, c'est celui où on se dit « c'est super, j'essaye », et en fait, on va mettre tout et n'importe quoi dedans. Et juste pour la blague, j'avais un étudiant qui m'avait dit ça, et j'admets, j'avais été... Et en plus, c'était la première fois que je donnais un cours dans cette formation, je me suis dit « oh mon Dieu, j'espère que je ne vais pas être concerné ». J'exagère aussi, mais j'aurais demandé s'ils avaient déjà utilisé les dernières ChatGPT. Et l'étudiant me dit « ah oui monsieur, j'ai reçu un mail confidentiel de mon patron, je ne comprenais rien, je ne voulais pas lui poser la question. Donc je l'ai mis dans le ChatGPT pour qu'il me demande de l'expliquer ». J'admets, comme cas d'usage, je pense qu'il avait fait le pire cas d'usage possible. Donc on avait après plusieurs échanges avec ses camarades. Exactement. Il a fallu un certain temps pour qu'on me dise « mais en fait, il y a une question de confidentialité ». Effectivement. Donc là, je me suis dit qu'il allait peut-être falloir sensibiliser sur ce prompt, parce que, mine de rien, c'est là encore l'endroit où on va mettre le plus de problèmes. C'est-à-dire que même si on sait sur quoi c'est pré-entraîné, même si on a réussi à bien le fine-tuner, l'utilisateur final, s'il n'est pas avéré de ces éléments-là, peut nous faire des folies. Et dans ces petites folies, dans nos métiers, il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est qu'on a plusieurs types de données qu'on va pouvoir ingérer en fine-tuning, en pré-entraînement ou même en prompt. Ça peut être des données publiques, des données privées, mais toutes ces données sont soumises de facto au minimum à des protections. On le retrouve aussi avec les données scientifiques, et on le voit, tu le disais très bien tout à l'heure avec le syndicat national des éditions, ou même la manière de se protéger, on le voit de plus en plus qu'il y a une vraie question qui va être mise en place derrière de comment on peut ou pas utiliser ces données. Nos thèses qui sont en open access, on n'a peut-être pas envie qu'elles soient fouillées, ou on en a envie. C'est une vraie question. Comment faire en fait finalement ? Est-ce qu'on veut que ce soit quelqu'un qui répond sans nous citer, ou est-ce qu'on veut que ça permette d'alimenter la recherche ? Il y a une vraie question ouverte, et personnellement, je n'aurais pas la réponse. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que ça pose une autre question. Typiquement, dans le milieu des legal tech ou des services, même les éditeurs juridiques, on partait toujours de leur base de données à eux qui nous mettaient à disposition. Avec l'IA générative, il y a une autre question qui se pose, c'est non seulement on part de leur base de données, mais en plus on peut introduire nos bases de données. Et donc là, ça fait se mettre en tête la question de finalement, est-ce que ma gouvernance à moi est bonne ? Est-ce que ce que je vais rentrer ne va pas introduire des risques ? Et est-ce que finalement je ne vais pas transmettre une information qui ne serait pas protégée ? Et ça, je pense que c'est un nerf de guerre et c'est une question forte qui gravitera autour de cette question de gouvernance des données. Il y a un point assez classique, tu parlais du RGPD et je te rejoins à fond, mais il y a cette question de consentement.
derrière. Est-ce que la donnée a bien été donnée avec un consentement? Est-ce que ce fameux scrapping, parce que tout le monde le sait, le scrapping n'est pas illégal, mais en fait, il y a quand même des choses qu'on peut protéger. Et c'est cette question derrière de consentement et comment la donnée peut être collectée, du moins que la collecte de la donnée a été conforme pour le traitement. Parce qu'on peut avoir des données, on peut les avoir collectées, mais on ne peut parfois ne pas avoir le droit de les utiliser. C'est aussi une autre question qui peut en sortir. Tu parlais de la propriété intellectuelle, et moi, je n'ai qu'un exemple, que je suis assez d'accord avec cette image, et je pense que c'est un peu le thème de l'année. Moi, je trouve qu'on arrive même à des paradoxes. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, on a George R.R. Martin, qui est l'auteur de la série Game of Thrones, Trône de fer pour les amateurs en français. Alors, je suis un de fantasy, et j'ai envie de dire, ça fait 10 ans qu'on attend le tome suivant. Alors plutôt que faire un procès pour dire, bon, tu n'utilises pas mes données sur ChatGPT, il serait peut-être bien de prendre la plume. Ou alors utiliser ChatGPT finalement pour réussir à arriver à la fin du bouquin. J'exagère, c'était mon coup de gueule personnel, parce que j'attends la suite. Mais il y a des vraies questions de propriété intellectuelle qui se posent, à la fois sur le pré-entraînement, à la fois sur le fine-tuning, mais également de ce que l'utilisateur pourra faire. Là, on n'est que sur les questions d'entrée, mais on a aussi les questions de sortie, de savoir est-ce que tu disais très très bien, avec quelle mesure de granularité on va considérer que c'est une œuvre ou non, sachant que le résultat doit être original. Et en fait, je pense que dans les 3 critères que tu as énoncés, les 2 premiers, on peut réussir à les atteindre en l'état, mais la question qui va bloquer un peu, ça va être le caractère original. Est-ce qu'il vient de l'esprit ou est-ce qu'il vient des prompts? Et je pense que ça va être un des points qui va être bloquant. Il y a un autre point que je trouvais très intéressant et qui illustrait très bien tout à l'heure Léa, c'était cette question de confidentialité aussi dans les données, ce que je vous donnais avec l'exemple tout à l'heure de ce bon étudiant qui m'a fait très peur. Mais je pense que c'est effectivement quelque chose, en fait, derrière l'usage, c'est pas... Quand on a des évolutions technologiques, où on passe d'un stylo, d'une plume à l'encre et qu'on passe d'un stylo bic, j'ai envie de dire, il n'y a pas de grand gap en tant que tel. À la rigueur, on peut peut-être prévenir le fait de faire attention avec la mine. Si on le casse, on va se mettre de l'encre partout. Alors que quand on arrive sur des questions d'IA générative, eh ben, c'est pas aussi simple la prise en main. Et il y a une question en fait, de responsabilité aussi dans l'usage. Et ça va amener ma conclusion de bien prendre en compte ces éléments-là. Il y avait un point que j'ai trouvé très très bien. Tu parlais aussi du secret professionnel, quand tu as cité le RIN ou le RIN. Et également pour d'autres professions, même dans les entreprises, il y a cette question du secret des affaires. On peut même aller plus loin avec les données souveraines, les données stratégiques, et même les questions de droit de la concurrence. Et ça, je pense que c'est des éléments où, en amont, avant d'utiliser ce genre de système d'IA générative, il faut bien le prendre en considération de quelle manière on va intégrer un système chez soi, où on va prendre un service et qui va permettre de ne pas aller à l'encontre de ces protections. Et je pense que tu le disais très bien tout à l'heure, et je n'ai pas besoin d'insister là-dessus. Je voulais vous partager quelques petits cas d'usage, en fait 2 notamment, pour un peu illustrer dans ma pratique. En interne, je fais aussi de la veille, et mine de rien, je pense qu'on est tous, dans cette salle, il y a beaucoup de gens qui font de la veille, donc je ne vous apprendrai rien. Moi, j'ai la chance qu'elle soit trimestrielle, donc ça va, je souffre pas trop. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à l'époque, je prenais de l'actualité, je regardais 2-3 articles, je les lisais, et j'en faisais un petit résumé, mais j'admets que c'est pas parce que j'ai fait une thèse que j'aime écrire, du coup, c'était un peu pénible. Et là, maintenant, c'est ma révolution. Je prends 2-3 articles à la suite. Alors, je peux même aller jusque dans des balises en disant article 1, article 2, article 3. Merci de me faire un résumé. Et j'arrive généralement à quelque chose d'assez bien. J'ai plus qu'à le reprendre, le relire, très peu de corrections. Mais surtout, le temps que j'ai en plus, c'est du temps d'enrichissement. C'est-à-dire que la veille que j'envoyais avant, c'était que du texte. Maintenant, je fais des liens vers les différents articles. Je peux expliquer des notions ou même renvoyer à d'autres choses que j'ai fait. Là où avant, ça me prenait 1 heure, ça me prend entre 15 à 20 minutes. Et en plus, ça va beaucoup plus vite. Alors, là encore, c'est pas parfait, c'est un assistant, et notre assistant, il débute, il a commencé, je vous rappelle, il a été recruté en fin 2022, il apprend encore le métier, et il est junior, et il peut nous faire des petites folies en pleine réunion, il faut faire attention, mais au moins, Emmanuel, il ne t'a pas déçu pour ses éléments de langage, et je crois en son avenir. Bon, il a ses évaluations professionnelles bientôt, il va falloir qu'on voit ça ensemble. Mais en tout cas, ça déjà, ne serait-ce que pour la veille, ce résumé qui nous permet de prendre du temps et d'ajouter une plus-value qui nous est personnelle, je ne lui demande pas de rajouter ces liens et autres, je prends le temps de le faire, mais ça me permet de me concentrer sur ce que j'ai vraiment envie d'apporter et vraiment envie de diffuser. Et on le revoit aussi, même au niveau contractuel, c'est un exemple qui illustrait très bien Thomas, ou même également Léa, ça peut nous aider dans l'accompagnement. Mais là encore, c'est une aide. Avec un enjeu qui me paraît très fort dans cette aide, c'est ce besoin de citation. On ne peut pas se permettre d'utiliser de l'IA générative. Enfin, on a tous fait la fac, on a tous prouvé notre talent, mais malheureusement, on sait tous aussi que si on ne cite pas ses sources, finalement, ça va poser problème. Alors, l'IA générative a un avantage que je n'avais pas, du moins à l'époque, sur les bancs de la fac, c'est que lui, au moins, il peut citer Wikipédia et personne ne le tapera. Mais bon,
c'est un besoin essentiel et on le voit de plus en plus. ChatGPT ne le fait pas. Alors après, dans la version sur Bing, il commence à introduire des sources, mais j'ai trouvé que l'exemple de Léa tout à l'heure était très intéressant parce qu'il nous cite directement les éléments et ça, c'est quand même une vraie plus-value. On parlait de biais et d'hallucination, notamment ce que nous apportait tout à l'heure Sumi, et je pense qu'en fait, derrière cette question de biais et d'hallucination, on a des biais dans les données, on a des biais humains, mais derrière, on a aussi une plus-value. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est nous qui travaillons et que notre assistant n'a pas encore pris notre place. Et c'est là une de mes premières conclusions. Je pense que l'enjeu derrière tout ça, dans tous les usages, c'est une question de connaissance. Quand on utilise ce type de système, on doit avoir la connaissance, non pas l'entièreté de la connaissance, mais la capacité d'au moins vérifier et de prendre le temps. Ne pas se reposer dessus, parce que techniquement, on l'a cité 3 fois, du coup, je me permets de le reciter, mais l'avocat américain qui finalement s'est dit « je gagne de temps » et qui finalement s'est retrouvé radié. C'est une question en fait de prendre ses responsabilités et de pouvoir avoir la connaissance de ce qu'on utilise. Il y a un vrai enjeu et c'est au-delà même d'ailleurs des questions d'IA générative. On voit dans ce règlement pour l'intelligence artificielle, on voit notamment ces questions de modèles de fondation et de GPI, donc c'est General Purpose AI System, donc c'est système d'IA à usage général. Et on voit en réalité que cette question-là peut être plus large et notamment pour des briques tiers. Et prendre une brique en open source, c'est très bien, mais prendre une brique en open source ne garantit pas forcément que la donnée qui a été dans son entraînement ou dans son usage ne va pas être conforme à notre politique interne. On a, ça a été dit déjà, mais oublier cette question d'éthique, mais je pense que l'éthique, dans les 2 années à venir, même si c'est un sujet qui est vieux, qui a quand même pas mal agi dès 2019 avec le hashtag, mais cette question d'éthique, c'est notre précurseur pour commencer à former à l'arrivée du RIA et de toutes ces questions qui vont être déduites, notamment de transparence, de responsabilité, de former à la conformité dans le cas des systèmes d'IA à usage général. Alors, là encore, j'ai déjà poussé un coup de gueule pour Game of Thrones, je vais essayer de faire un coup de gueule un peu plus sérieux, mais on a un article 10 dans ce projet de règlement sur la gouvernance des données. Et alors, pour être mon sujet de recherche, je trouve que c'est quand même très réducteur de qualifier la qualité des données comme étant le seul enjeu de la gouvernance des données. Pour moi, la gouvernance des données, c'est juridique et c'est prendre en compte tous ces... Enfin, c'est plus large que juridique, mais c'est surtout de prendre, de notre angle, toutes ces questions que tu as très bien citées, la cybersécurité, la protection des données au sens du RGPD, le consentement, l'usage même de ces données, qu'elles soient publiques, privées, cette confidentialité, ce secret des affaires, ce secret professionnel. Et là, c'est un des enjeux derrière également de connaissance lorsqu'on va user et suruser de ce logiciel, cet assistant qui a une bonne courbe de progression. On le voyait justement dans l'image de Sumi où la courbe commençait à bien remonter après une petite phase un peu plate. Je pense qu'il va avoir une bonne note. L'idée derrière, c'est que ça reste un outil. C'est un assistant et c'est un outil. Et il faut garder cet aspect connaissance, de vraiment être toujours dans la relecture, la vérification, on aura toujours dans un système d'IA, et je crois que c'est Emmanuel qui le disait très bien, avec le temps, un système d'IA est nécessairement obligé de se dégrader. Et ChatGPT était excellent avec le GitHub Copilot. Maintenant, vous lui demandez de coder, et puis il va vous répondre quelque chose où en fait, finalement, il a fait des pieds et des mains juste pour vous dire « Hello World ». Donc c'est un peu vraiment garder cet aspect connaissance et savoir qu'au cours du temps, ça se dégrade. Il faut aussi avoir l'idée en tête qu'on retrouve aussi dans tous nos usages, c'est que c'est pas la finalité, c'est pas simplement la mise en place du système, c'est s'assurer de son maintien en cours de route et s'assurer que la gouvernance de ces données, de ces protections se maintienne. Si au début vous répond non, vous êtes un étudiant, ce qui est l'exemple de tout à l'heure, vous êtes à l'école primaire et faites votre exposé, à la fin il peut vous dire bah oui tout à fait, voici l'exposé. D'ailleurs, tu m'as pas demandé, mais je peux aussi t'expliquer comment très bien tricher en classe. Parce qu'en fait, plusieurs questions lui ont posé le prompt et finalement, il s'est dit, c'est peut-être ça que j'attendais. Donc il y a un besoin derrière qui est quand même prégnant. Je reviendrai encore ce qui a été dit sur je crois que c'était Emmanuel encore, finalement je te cite énormément, mais cette question de souveraineté derrière, finalement, tout l'enjeu, je crois que tu parlais d'OGAFAM, encore une fois je te cite, mais l'enjeu derrière, et c'est pour ça qu'on a le RGPD, et c'est pour ça qu'on a le RIA, c'est pour ça qu'on a le DSA, DMA, et je vous passe la liste parce qu'elle est longue et non exhaustive, mais derrière, l'enjeu, c'est que les États-Unis ont les logiciels, la Chine et l'Asie possèdent vraiment le matériel. Notre enjeu dans ce marché, notre cœur de secteur, c'est d'avoir déjà un marché de consommateurs, et donc de facto de pouvoir imposer nos règles. Et ces règles-là, je pense que c'est notre enjeu premier et prégnant si on veut être sur ce marché concurrentiel. On n'a pas forcément les capacités financières de faire des services qui pourront les concurrencer en l'état, mais on a la capacité juridiquement de leur imposer le fonctionnement. Et je terminerai sur ça. On parlait à l'époque, et tu citais les codes sur Légifrance qui étaient traduits,
Mais ça fait partie du rayonnement du droit, et on l'a longtemps fait. Il y a l'association aussi Henri Capitan qui l'a fait, Napoléon, même en son temps, avec son code napoléonien, qui nous a mis à peu près dans tous les pays, à participer très fortement à ce rayonnement du droit. Mais je pense sincèrement qu'être capable d'entraîner des systèmes d'IA génératifs, ou du moins de développer des legal tech en France qui sont basés sur notre droit et notre mode de réflexion, c'est aussi un moyen de peser sur ce marché, et donc faire de notre conformité, de faire de notre gouvernance juridique, de notre approche, et de l'avoir dès à présent, d'être avéré et d'être au fait. Donc j'espère qu'après mon intervention longue et avec un débit très rapide, vous retiendrez qu'une chose, c'est cette idée de connaissance. On sera capable de vraiment s'assurer que ça soit souverain, et que finalement, derrière, il y a des enjeux derrière marché de rayonnement du droit et de rayonnement de notre manière de penser. Merci beaucoup. Question de la salle. Je vais vous demander de vous présenter avant de poser votre question, s'il vous plaît. Bonjour, Charlotte Carry-Lavaillant. Alors, moi, j'interviens plus sur le marketing du droit, mais du coup... ça rayonne aussi. Ça rayonne aussi, merci Nathalie. On est au moins 2, donc ça va. Et en effet, sur ce que vous avez dit sur l'éthique, juste pour rebondir, dans les marques, ça a été un vrai problème, c'est-à-dire les marques qui se sont emparées... énormément les Américains et les Chinois de l'intelligence artificielle ont vu leur marque de luxe chuter parce qu'ils n'avaient pas pensé assez à l'éthique. Donc il y a des réflexions. Je voulais juste rebondir sur ce sujet parce que vous avez dit, peut-être c'est pas un sujet, mais quand même, sur l'anthropomorphisme. Et vous dites qu'il n'y a pas de capacité de raisonnement déductif et ce n'est qu'une succession de probabilités. Mais finalement, c'est nos neurones qui fonctionnent comme ça aussi. C'est-à-dire nos neurones, ils sont entraînés par succession de probabilités. Vous vous levez, vous vous énervez, je ne vais pas avoir la même réponse que si vous me souriez, etc. C'est-à-dire c'est mon cerveau qui va aller connecter toutes ces petites données qu'il a appris au fur et à mesure du temps. C'est bien pour ça que le boom de l'intelligence artificielle, ça a été de mettre des neuroscientifiques dans l'affaire. Les informaticiens tout seuls n'y arrivaient pas. Alors, vous avez une vision cybernétique du cerveau qui n'est pas la mienne. Voilà. Vous êtes plus cartésienne que moi, je suis plus Piaget, je suis plus imprégné par les SHS, et vous, plus par les... Voilà. C'est 2 visions, si vous voulez. On est d'accord qu'il n'a pas d'intention, qu'il n'a pas de là-dessus. On est sur la personnalité. Ma question, c'est neurosciences. Alors, je vais vous donner un exemple. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un enfant, il se prend une fois la main sur le feu, il ne la remettra plus jamais. Oui, bon. Après, c'est des questions peut-être au niveau de santé, mais on ne va pas rentrer dans ces débats. Mais en général, une fois suffit. Globalement, ça marche. Ouais, voilà. Après, s'il le fait une deuxième fois, j'aime espérer que pour illustrer notre bon vieil adage, il le fasse une troisième. Mais on va dire qu'on part sur un nombre de 3. Par contre, oui, la machine, le nombre de fois où on lui a montré des chats, des chiens, qui vous a répondu chameau, ça a quand même été un peu plus compliqué. Donc le temps d'apprentissage n'est pas le même, parce que la question de cette création de cerveau, de neurones en tant que tel, enfin, j'aime pas pour les systèmes de cerveau, ça serait donner raison à des approches très anthropomorphiques finalement. Mais l'idée du réseau de neurones, c'est pas de répéter le fonctionnement du cerveau humain, c'est de répéter la plasticité cérébrale. Et donc en fait, c'est reprendre l'approche, non pas à un niveau humain avec l'inconscient, le subconscient et toute cette approche-là, c'est juste répéter ce mode de connexion avec des aspects probabilistes. Mais c'est comme faire un schéma, avoir un calque d'un fonctionnement complètement très très puissant. On a juste la première couche et l'idée n'est pas de rentrer dans toutes les subdivisions. Même si on va les chercher, finalement, on n'ira pas à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais rebondir là-dessus en essayant de faire genre j'ai de la culture, mais il y avait un film que je trouvais très très bien, qui est sorti à l'époque, mais qui a été un peu le parent pauvre de ces films, qui s'appelait Deus Ex Machina peut-être, ou Deus Ex tout court. Oui, ça s'appelait Deus Ex Machina. Et franchement, je vous invite, avant de le regarder, à regarder le principe de singularité, et ensuite de le regarder sur cet aspect-là. Parce que là, on est sur une approche un peu plus fine, on va dire, que Terminator, mais avec une vision de jusqu'où l'IA pourrait aller, sachant que l'idée, c'est pas de lui donner un raisonnement, et c'est pas la vocation première, même quand on aura des ordinateurs quantiques, c'est pas de lui permettre d'avoir sa propre manière de penser. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui soit capable de nous apporter le plus loin possible. Et on répète certaines choses, comme le fait que, d'ailleurs, je vais terminer par ça, on parlait de l'influence de l'être humain. Finalement, notre système décimal est basé sur notre doigt, et donc on est sur du 10, alors que dans l'informatique, on s'est basé uniquement sur le pouce, et donc c'est du 0,1.
Et finalement, on retrouvera toujours des liens. Ça revient à cette question mais c'est le biais humain qui répète ses propres visions. Et là, ce que vous dites, ça voudrait dire que le fonctionnement dépend de la structure. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Ouais. On peut avoir des structures. En fait, c'est une simplification extrême de la complexité de notre cerveau, le réseau de neurones. On est d'accord? C'est une modélisation. Mais ce n'est pas parce que c'est structuré de la même manière, parce que c'était l'ambition des fondateurs de l'IA, de Chomsky, etc. Donc, conférence de Dartmouth 56, c'était des cybernéticiens, Norman Wiener, etc. Mais c'est une représentation simplifiée de la complexité du cerveau. Mais ce n'est pas parce que c'est structuré de la même manière que ça va fonctionner de la même manière. D'ailleurs, c'est une simulation. Le but, c'était la simulation des facultés cognitives et non pas la reproduction des facultés cognitives. C'est ça la différence. Pour moi, ça a été juste dans les années 70-80 où là, on a intégré plus de neuroscientifiques pour essayer de pousser la... Oui, quand on était toujours dans cette logique-là, mais... Oui, tout à fait. Mais c'est pour aller dans le sens de Nathalie du début, qui est peut-être que les soft skills, que justement, il n'y a pas cette subjectivité qu'on peut avoir. Tout à fait. C'était une des objections d'ailleurs du fait que ça ne peut pas être de l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas d'embodiment, il n'y a pas d'incarnation. Je vais me permettre d'apporter une réponse légèrement complémentaire, ou en tout cas de prendre un pas de recul. Est-ce que la théorie de la singularité, ça vous dit quelque chose? Oui. Bon. La théorie de la singularité a été traitée dans le monde de la science-fiction, a commencé à être traitée dans les années 50, voire avant, par un monsieur qui est australien, qui s'appelle Godwin R. Smith, qui a écrit un cycle de nouvelles qui s'appelle « Des seigneurs de l'instrumentalité », dans lequel il y a toute la réflexion justement sur ce qui est humain et pas humain. Et toute la réponse y est. C'est-à-dire que parmi les choses que la machine ne peut pas imiter, il y a toujours cette histoire de l'inconscient qui provoque l'intuition. L'idée qui vient de nulle part, qui fait qu'on rapproche deux faits n'ayant aucun rapport. La machine y arrive parfois, mais de manière totalement hasardeuse. C'est de la combinatoire. L'humain, lui, y arrive beaucoup plus fréquemment que la machine. Et ça résulte souvent, d'ailleurs, l'intuition, c'est un muscle, hein, ça s'entraîne. Bien sûr. Je rebondirai là-dessus. Je tiens à rappeler qu'en 2014-2015, on disait le critère qui nous permettait de savoir que l'IA nous dépasserait pour cette question de sécurité, c'était de faire de la musique ou de générer une image. Donc sur la définition de 2014-2015, avec la... Oui, là, on est un peu raté. Mais en fait, je pense que la question de la singularité, elle est un peu plus large que ça. Maintenant, on nous met la question de l'autonomie. Mais même ce mot me dérange, parce que ce n'est pas une question d'autonomie ou d'adaptabilité, parce qu'il sera même potentiellement beaucoup plus adaptable que vous. Mais moi, à mon sens, la question de singularité, c'est le moment où elle va être capable de prendre conscience d'elle-même et de réfléchir pour elle-même, faire des choix pour elle-même. Et là, déjà, rien que ça, j'ai envie de dire, ça va peut-être marcher 15 ans de plus, mais on en reparle dans 15 ans, peut-être que j'aurai tort. Donc... en l'état de l'art, ça s'arrête là. Mais l'idée, c'est pas de répéter l'être humain. En fait, on a souvent tendance, c'est le complexe de Dieu, je ne sais plus un terme sur cette approche, de répéter un peu à son image. Mais à terme, il ne faut pas oublier qu'il y a le côté business et on va pas essayer personne ne s'intéresse à avoir un petit humain dans son bureau qui vient vous apporter le papier. Par contre, si on reçoit sur son PC les éléments ou dans des lunettes connectées la réponse qu'on veut, c'est ça qu'on souhaite et on s'en fiche au final que ce soit un humain ou pas. Et au final, je pense que c'est la finalité qui va l'emporter par rapport au rêve. Pour l'instant, on lui a donné un corps, on l'a vu avec cette manière de donner une représentation. Plus le temps va passer et plus on va aller vers la finalité de ce qu'on souhaite. Une fois qu'on a vu à quoi ressemblait Nao Paper, qui est d'ailleurs un outil très utile, on n'a plus vraiment besoin d'un corps, on a besoin d'avoir la finalité qu'on cherche. Et donc, à force, je pense que c'est une vision qui permet de faire comprendre une idée et qui ensuite va basculer sur le côté business. Est-ce que je peux me permettre une question alors sur la créativité ? Alors, est-ce que la machine, parce que on se dit, bon, on se rassure, nous, on est créatifs, et la machine, elle n'est pas créative, justement, parce qu'elle répète, elle n'invente pas. Alors, elle peut, alors, justement, je voudrais venir, est-ce qu'elle peut créer un truc nouveau ? Alors, originalité, créativité, voyez. Elle peut créer quelque chose de nouveau, mais par hasard. Voilà, c'est le hasard. C'est cette machine stochastique.
Ça a été dit par Temneus, ça a été repris par Ganassia, etc. C'est une machine stochastique, ce qui veut dire que ça ne peut pas être une machine qui crée au sens du code de la propriété intellectuelle et au sens des sciences sociales et humaines. Ça ne crée pas, ça n'a pas d'intention. Donc ça ne peut pas créer, ça ne peut pas innover. C'est juste une génération par hasard. Alors, est-ce qu'on peut estimer... Alors, ça dépend de la définition qu'on a de la créativité. Est-ce qu'une création aléatoire ou une création du hasard est une création? Voilà, ça dépasse, c'est de la philosophie, là. Je rebondirai là-dessus parce que c'est effectivement un juste mix entre à la fois un côté statistique, on va prédire, on va chercher le mot ayant la meilleure correspondance, et à la fois intégrer un aspect aléatoire pour diversifier les réponses. Mais on en revient à cette question sous-jacente de savoir si oui ou non il y a une prise en conscience de cette action. Par contre, avant de répondre plus loin, j'ai envie de dire qu'elle va introduire des biais avec le temps. Et plus il y a des biais, plus potentiellement elle va créer des aléas qui vont être amenés à nous faire découvrir d'autres choses. Et c'est souvent par des erreurs qu'on a appris beaucoup de choses. Ouais. J'ai envie de dire qu'une simple pomme, au-delà d'être croquée, avoir fait la Bible, ou d'être mise sur un Mac et d'avoir créé de l'informatique, une simple pomme qui est tombée sur la tête d'un homme a permis de réfléchir sur la gravité. Donc vous voyez, l'erreur la plus simple peut nous amener à des conceptions énormes. Donc oui, évidemment, cet assistant va nous faire, en plus, il est là pour ça, au final, il va nous faire des tonnes de propositions. Généralement, quand vous lui demandez de générer une image, je vous en fais 4. J'ai rarement vu un assistant qui me fait 4 choses. Bon, en tout cas, il arrive, il nous propose ces différentes visions. Et lui, il fait à la fois cette réflexion de quelle est la chose la plus juste à dire, et en même temps, j'intègre un aléa. Et donc, à mon sens, ce n'est pas une idée d'originalité, mais ça peut simuler cette approche. Et ça peut du coup parfaitement donner le même résultat. C'est vraiment, est-ce qu'on s'intéresse au chemin qui a mené ou est-ce qu'on s'intéresse au résultat final? Et c'est là où il y a une vraie réflexion de savoir, est-ce qu'on prend en compte les erreurs potentielles ou le parcours? Est-ce qu'on prend en compte le fait que c'est très mathématique? On a le même exemple dans la musique avec Satie. Satie avait une vision de la musique qui était mathématique. Alors que personnellement... moi, j'aime bien que ça agite mon nerf vague et que ça me fasse aller un peu mieux. Bon, c'est un autre concept. Mais là, il y a l'aspect, est-ce qu'on le vit en interne ou est-ce qu'on essaie de le voir avec un modèle? Et c'est finalement une question de tout temps. Comment l'approche qu'on adapte? Est-ce que c'est l'approche qui compte ou est-ce que c'est le résultat? Oui, bonjour. Ah, il y a une question dans le fond. Vous m'entendez? Oui, ok. Emmanuel Barthes, documentaliste juridique et, on va dire, analyste de l'IA juridique amateur. Ça fait depuis 2017 que je regarde un petit peu les legal tech et ce que fait l'IA et que je teste. Sur le point précis, sur la question précise, il y a eu des réflexions de Francesconi, qui est un Italien qui travaille l'équivalent du CNRS en Italie. Il y a eu des réflexions également d'un neurobiologiste qui s'appelle Antonio Damasio, qui est bien connu dans les cercles scientifiques de type médical, biologie. Les gens qui sont vraiment sur l'IAG estiment que de toute façon, tant qu'on n'est pas capable de faire une IA émotive, c'est-à-dire une IA incarnée dans un corps, il n'y a pas d'IAG. Et c'est en partie relié aussi à l'intuition. Les émotions sont également reliées à des choses qu'on voit notamment chez les juges. Quand par exemple un juge français, ce qui lui est interdit mais qui le fait de temps en temps, va juger en équité, il va le faire en partie sous le coup d'une émotion. Il va avoir par exemple une très grande dissimilarité de moyens, une très grande dissimilarité de puissance entre deux parties, et il va rééquilibrer. Il ne le fait pas comme un pur esprit. Donc, ça c'est une réponse un peu technique à la question de la puissance, de quelle puissance elle y a. Maintenant, dans un deuxième temps, ce que je voudrais suggérer, c'est que nous nous posons tous la question de la puissance de l'IA parce que, on revient à ce qu'on avait dit précédemment, nous faisons tous de l'anthropomorphisme. Je crois que c'est vraiment le grand écueil quand on veut évaluer les performances de l'IA ou réfléchir à ce que ça peut ou va donner. Il faut vraiment, excusez-moi de la violence du terme, mais il faut foutre l'anthropomorphisme par la fenêtre. Il faut le tuer. Il faut vraiment cesser de se poser la question de quand est-ce que l'IA va nous remplacer, parce que chaque fois qu'on fait ça, on sous-entend qu'en fait, l'IA, c'est un être humain. Non. C'est de la proba, c'est des maths, c'est de la programmation. Il y a énormément de programmation là-dedans. Et c'est des données. Et puis surtout, c'est du matériel. La plupart des concepts importants de l'IA générative ont été posés lors du Dartmouth Project dans les années 50.
Simplement, ils n'avaient aucun moyen matériel en serveur, en connexion, en Internet, etc., de les réaliser. L'essentiel des progrès actuels sont liés à la disponibilité des données sur Internet et à la puissance des ordinateurs disponibles chez les GAFAM. Donc concrètement, plutôt que se dire, OK, quand est-ce qu'il va nous remplacer ou est-ce que l'IA générale va arriver, je pense que c'est plus intéressant et c'est plus porteur de se poser la question de quels sont les jeux de données qui seront intégrés en français et en droit français et de qualité ou pas de qualité dans le futur. Ce type de question permet beaucoup mieux de déterminer ce qui va probablement être possible ou pas dans le futur. Et la deuxième grande question à se poser, c'est quels sont les moyens informatiques qui, là encore, vont éventuellement être mis à disposition. En ce moment, il y a un grand débat dans les SHS sur les petits LLM nécessitant des petits serveurs. Si, comme certains le pensent, ce type de LLM tournant, donc petits LLM tournant sur des petits matériels informatiques se démocratise, ça peut changer pas mal de choses s'ils arrivent à un niveau minimal de qualité de réponse. Mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, c'est juste pour essayer de... je ne dis pas que j'apporte une réponse, mais c'est ce genre de réflexion, ce genre de critères auxquels il faut porter attention si on veut trouver des réponses et surtout se dire que non, il ne faut pas raisonner en termes d'anthropomorphisme puisque ça ne nous donne pas les bonnes réponses, je pense, et ça ne permet pas de focaliser l'attention sur ce qui est vraiment important. Alors, moi je suis d'accord, mais il faut l'identifier, l'anthropomorphisme. Il faut quand même en avoir conscience avant de pouvoir l'exclure. Ce qui n'est pas une évidence. Oui. Bah déjà, bonjour Emmanuel, ça me fait plaisir j'essaie de te voir après en sortant. Mais alors, moi je répondrais ça d'une autre manière. Donc, il y a eu une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle qui a été faite en 2018. C'était le rapport Villani qui a permis de l'introduire. Et derrière ça, il y a eu plusieurs éléments qui sont déclinés, notamment, je pense que vous êtes familier peut-être de ce document qui avait fait pas mal de bruit à l'époque, mais il y avait une étude PIPAM qui était sortie en 2019 qui listait pas mal de cas d'usage sur la donnée. Et enfin, tout à l'heure, Thomas nous a abordé cette question de cette fameuse notion du commun. En fait, j'ai envie de dire qu'on n'a pas fait quelque chose d'original et de créatif, pour reprendre la question de tout à l'heure, Nathalie, parce que je pense que vous êtes tous familiers, au-delà du commun, du terme de banalité. Voilà, cette bonne vieille banalité moyenâgeuse avec ce moulin, ce seigneur et ces personnes qui amènent leur grain de blé et qui repartent avec de la farine. Et ces fameux biens communs. En fait, c'est pareil pour l'intelligence artificielle et je te rejoindrai là-dessus. L'idée, c'est potentiellement dans ces données, la manière de s'assurer la gouvernance des données qu'on peut mettre en place et aussi s'assurer de la manière dont, et c'était le terme que je voulais vous induire, on est capable de faire cette mutualisation des données. Comment, entre plusieurs acteurs, on peut se monter en consortium, en conglomérat, pour être capable de mutualiser les données. Un exemple pour que ça vous soit très parlant. Vous êtes juste votre cabinet ou votre grande entreprise et vous mettez du fine-tuning sur simplement vos contrats, en fait, potentiellement, vous répétez simplement la doctrine de votre cabinet. Par contre, il y a un ensemble de contrats qui sont mis dans un espace commun de données dans lequel personne ne peut accéder. Le but, c'est pas qu'on puisse accéder, seulement des personnes habilitées viennent entraîner, vérifier que. Là, on crée un commun où finalement, on ne peut pas accéder à l'infrastructure, mais on est capable ensuite d'uniformiser pas mal les pratiques. Il y a un véritable enjeu sur cette notion de mutualisation de données. Ça faisait partie de la stratégie dès 2018. On le retrouve. Tu le citais d'ailleurs avec le S-Data Hub et tous les enjeux qu'on a vus avec Amazon, cette question de souveraineté. Mais on le retrouve dans d'autres écosystèmes. On a entendu pas mal ces derniers jours, je pense que je n'apprends rien, heureusement je ne suis pas en voiture en ce moment, mais les questions des agriculteurs, ils ont été les pionniers dans cette question-là. J'ai beaucoup vu dans la presse la FNSEA. Moi, je les connaissais sous un autre angle, notamment avec une initiative qu'ils ont mise sur cet enjeu, qui est Ag Data Hub, où en fait, c'est une manière de faire de la mutualisation de données. Et donc, dans l'IA et dans un moyen de nous différencier au-delà de tout ce qu'on s'est dit dans cette conférence, mais je pense que là, on ne peut pas renchaîner sur ce thème-là, sinon on est reparti pour un certain nombre d'heures, et je pense que je vais me faire tuer d'ici là. Mais l'enjeu aussi secondaire, c'est la manière de revenir à cette vision économique de l'époque, cette banalité, et comment on peut mettre en place ces fameux communs. Très simple. Vous allez potentiellement, l'ADILA peut travailler effectivement sur des projets liés aux parlementaires. Pourquoi ? Parce que l'open data parlementaire est un open data très développé. Il y a tout, pratiquement. Avant que l'ADILA ou quelconque acteur puisse travailler sur une IA qui aiderait les communes, c'est-à-dire les collectivités territoriales à élaborer quoi que ce soit, il va se passer un temps énorme.
Pourquoi ? Parce que personne n'est foutu de gérer l'open data des collectivités territoriales. C'est un travail de titan, ça fait 10 ans qu'ils y sont, et ils ne progressent pas d'un pouce. Donc là, vous pouvez attendre longtemps. Merci Jean d'avoir été bref. Je vais faire un instant de pub. Il y a une note de conjoncture qui a été faite avec la Poste, qui a été rendue en décembre et qui justement traite un peu de cette question. Alors, Merci Bertrand pour la source. voilà, sourcé. Merci.